Vermeda, si tu veux bien, je te laisse annoncer donc, nos invités. Donc, pour ce qui est du monde associatif, nous avons le témoignage, si elle est là, bien sûr, j'espère qu'elle est là. Je pense. Rebecca. Elle est présente dans l'Assemblée, dans l'auditoire. Est-ce qu'elle peut nous rejoindre? Merci Rebecca, parce que Rebecca va nous dire en quelques mots, brièvement, parler un peu de leur fils et de son contact avec elle, avec lui au niveau des associations. D'abord, je dis bonjour à la famille Réjouie et à toute la famille de manière intégrale de leur fils Réjouie. Je dis bonjour aussi aux acteurs associatifs qui sont ici présents et à tous les membres des associations, membres sympathisants, adhérents. Et je dis bonjour aux autres personnes présentes à cet événement. Cela ne fait pas longtemps que j'ai fait la connaissance de leur fils. On s'est croisés au dernier trimestre de 2019 lors d'un événement associatif à Creil qui était une conférence à laquelle il assistait. Moi, j'y étais surtout parce que je fais une recherche sur la communauté haïtienne en France hexagonale depuis 2019 dans le cadre d'un diplôme universitaire. Donc, cela fait donc presque 2 ans et demi que j'ai connu leur fils. Pourtant, je pourrais vous en parler durant longtemps. Disons tout un après-midi. Mais n'ayez crainte, j'ai synthétisé mon propos exceptionnellement aujourd'hui pour vous. À l'entrée de la salle à Creil, il y avait un coin exposé où les premiers arrivés et la présidente de l'association discutaient. Je me suis présentée à tout ce beau monde, nom, prénom, affiliation associative, remerciements pour l'invitation et objet de mon intrusion. On ne me connaît pas. Comment suis-je arrivée là? Leur fils m'a proposé d'échanger nos coordonnées en m'invitant à participer aux réunions du Corecof, dont il m'a fait un tableau en se présentant. Au démarrage de la conférence, je me suis installée à la 2e rangée, à côté de leur fils. On écoute, moi je note. Quand il y a eu des loupés, je lui demande discrètement de répéter. Quand il n'est pas convaincu d'un argument, il rouspète depuis sa chaise en cherchant mon regard en guise de soutien. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, leur fils, je n'ai pas envie de jouer à ce jeu. Moi, je suis venue en paix à cette conférence pour être accueillie en paix afin de faire mon travail de chercheur. Mais entre lui et moi, une complicité s'est quand même installée. À la fin de la conférence, on s'est promis de garder contact, moi pour mon travail d'enquête nécessaire à ma recherche, observation des événements associatifs haïtiens, entretien avec les membres et les acteurs des associations haïtiennes, recherche dans les archives associatives, familiales et même personnelles. Lui pour ses associations, me faire découvrir l'Arche et le Corecof et surtout me convaincre de l'urgence de mettre la main à la pâte pour faire communauté. 1 mois après, je n'ai pas eu le temps d'appeler leur fils. Je suis tombée sur lui nez à nez dans un 2e événement associatif à Saint-Denis. Il est partout, le mec. J'essaie d'éviter gentiment son regard, mais par peur, plutôt par peur d'essuyer des reproches. Tu parles. Il m'a souri. N'ayant pas attendu la fin de l'événement, il m'a salué à son départ, l'air ouvert et patient. Je ne me rappelle plus la première fois que j'ai appelé leur fils. J'aurais pu le faire, je ne sais pas quand exactement, mais j'ai la possibilité d'avoir cette information en creusant dans mes notes de terrain. Mais je n'avais pas envie de ça cet après-midi. Je n'avais pas envie d'être trop objective, de vouloir tout prouver, tout justifier, ni tout analyser non plus. La hantise des chercheurs, vous voyez ce que je veux dire? Ce pan-là de ma relation d'enquête avec leur fils, j'espère avoir amplement le temps et le plaisir de l'exprimer dans ma thèse. Tout ce dont je voulais témoigner aujourd'hui, c'est l'intensité et la richesse de cette relation d'enquête
qui n'a pourtant pas beaucoup duré. Je dis intensité, pas parce qu'on s'est appelé toutes les semaines, hein? Non, mais parce que lors de nos appels d'1 à 3 heures minimum, on s'est écouté, on a échangé et on a tissé des liens. Des liens qui expliquent ma présence aujourd'hui, des liens d'enquête, des liens d'amitié et des liens de ce que, entre lui et moi, on a en commun et qu'on a appelé l'haïtianité. Dans le cadre de l'enquête, j'appelle leur fils pour un premier rendez-vous dans un café au centre commercial de Créteil. Un entretien informel où il doit me présenter ses associations. Il est venu, document à l'appui. Le mec prend très au sérieux son engagement à me fournir des informations pour mon travail à moi et mon diplôme à moi. On discute, je prends note. Des fois, je l'interromps pour lui demander de préciser. À la fin, il m'a dit de ne pas hésiter à revenir vers lui en cas de besoin d'informations, non seulement concernant ses associations, mais aussi concernant d'autres associations ou des individus avec lesquels j'aurais besoin d'être en contact. Chose dite, chose faite. Leur fils a été tout à ma disposition. On s'appelle, je lui dis que j'ai pensé à appeler telle ou telle personne pour avoir une information. Il se démêle pour trouver le numéro quand il ne l'a pas. Il appelle la personne en question, lui parle de moi, de ce que je fais, puis revient vers moi pour me faire un retour qui se conclut toujours par le 06 ou le 01 de la personne. Voilà une collaboration précieuse qui m'a marquée. Dans cette relation d'enquête, leur fils n'était pas une personne qui m'accordait des entretiens et m'envoyait des documents. Il était un collaborateur à cette enquête et je lui dois une fière chandelle. Pendant les épisodes de confinement des années 2020, on s'est beaucoup appelé, on a discuté de mon enquête, de la crise sanitaire évidemment, et d'autres choses, de la famille, des amis. Plus on se parle, plus on est inspiré. On a aussi parlé de la situation politique d'Haïti et des fois, il nous arrive d'échanger des messages ou de s'appeler pour prendre des nouvelles. Au départ, j'avais la crainte de faire trop pote-pote et de ne plus avoir la distance nécessaire pour analyser les informations de mon enquête et surtout les contextes de recueil de ces informations. Mais après réflexion, j'ai compris qu'il était question d'une amitié qui se tissait entre nous dans le respect et la bienveillance. J'ai conscience également que les personnes qui me donnent des informations pour mon travail ont plein d'autres choses à offrir dans un échange. Et qu'en discutant, on partage pas mal de choses d'ordre factuel, mais aussi d'ordre émotionnel, comme ses joies, ses chagrins, ses aspirations, ses projets, etc. Ainsi, leur fils me parle de ses beaux souvenirs de vacances avec sa famille pour la réussite de sa fille au bac, de l'une de ses 2 filles. Il me parle de ses petits-enfants. Et quand il en parle, des étoiles sortent littéralement de ses yeux. Ce n'est pas une métaphore. Et il me parle aussi, il me sort des phrases fétiches que moi je reformule à ma manière. Quand il me parle de ses petits-enfants, et ces phrases, moi je les reformule comme étant le slogan « Fier d'être un papy gâteux ». Au détour d'une conversation sur des questions de santé, leur fils me dit « Nadine, je me permets, m'a repris pour ceci, Nadine m'a grondé pour cela. » Oui, il me parle sans gêne ou à cœur ouvert sur ses parcours de soins et je fais pareil. Quand je suis malade, leur fils m'appelle pour s'informer de mon état ou plutôt de l'avancement de mon rétablissement. Quand je rate un appel, généralement, je lui envoie un message pour me répondre. Leur fils n'a pas d'heure. Fidèle au poste ou toujours sur ses pieds, sur ses 2 pieds de militaire, comme on dit en créole, sous 2 pieds militaires, les réponses de leur fils sont instantanées, comme des réponses automatiques. Ces messages arrivent sur mon portable à 13h ou à 8h du matin, ou à 1h du matin, ou à 22h. Presque à peine après avoir pressé le bouton « Envoyer » ou la touche « Envoyer » sur mon téléphone. Mais je ne comprends pas une telle réactivité, alors que leur fils a une vie très remplie. Il me donne l'impression de vivre pleinement sa vie également.
très investi dans sa vie familiale, très occupé par le travail, très engagé auprès de sa communauté d'origine et très présent dans la vie associative. Comment fait-il pour se rendre aussi disponible? La troisième partie de mon intervention, si ça peut vous rassurer. Nos discussions se font la plupart du temps en français. Au début, je me retenais de lui parler en créole, ne voulant pas utiliser de néologisme, vu l'écart d'âge qu'il y a entre nous. Mais les fois où les conversations ont chaviré en créole, basculé en créole, ça passait. Il n'y a pas eu de problème. Après 2 ou 3 échanges, je commence à me faire une idée de son caractère et à me sentir plus à l'aise à lui parler franchement. Des fois, je l'écoute sans presque rien dire, même s'il me relance. D'autres fois, on discute d'égal à égal, car dès qu'il essaie de prendre le dessus, je rectifie. Tu sais, Rebecca, vu mon âge, arrête-toi tout de suite, leur fils. Moi aussi, j'ai de l'âge. Moi aussi, j'ai de l'expérience derrière moi. Et je me trouve même assez vieille comme ça. Ah bon? Quel âge as-tu, Rebecca, sans indiscrétion? Ma réponse. Diable pas compté, c'est Jésus qui compté. Pour dire que les humains n'ont pas le droit de savoir mon âge, mais Jésus, oui. En fait, c'est un truc à la haïtienne. Et il a tout de suite compris. Il est mort de rire. Depuis, c'est moi qui, de temps en temps, prends le dessus. Je prends mon air de personne mûre et expérimentée en lui disant, tu sais, leur fils, vu mon grand âge, après tout ce que j'ai vécu, il rigole un bon coup. On recommence à parler sérieusement de ses projets pour les associations qu'il préside et il me dit constamment, je vois que les gens ne sont pas assez réactifs. Même avec les compétences nécessaires, les gens traînent des pieds. Ils mettent un temps fou à faire avancer les projets, devant rendre visible la communauté, etc., patati patata. Écoute leur fils. Tout le monde n'a pas ton énergie. Tout le monde ne peut pas suivre ton rythme. Donne un peu de temps aux gens pour rattraper ton train. Mais tu sais, Rebecca, je ne suis pas éternelle. Un jour, je ne serai plus là. Alors, leur fils, tu crois qu'à 64 ans, tu as assez vécu? Ou qu'on va te laisser partir? J'ai appelé leur fils le 23 février pour lui demander des précisions sur des photos de l'âge que je devrais utiliser pour illustrer une présentation sur les inégalités socio-spatiales en Haïti dans un colloque sur les inégalités sociales en Amérique latine. Leur fils ne répond pas. Il m'envoie un message. Je ne peux pas te parler, j'ai une rhinite. Alors, si leur fils a une rhinite qui l'empêche de me parler ou de parler à quiconque au téléphone, c'est que c'est une rhinite de niveau 15 sur une échelle de 10. Le lendemain, le jour de ma présentation, il me rappelle. Je n'ai pas pu décrocher et une petite voix me dit dans ma tête, Rebecca, leur fils doit se reposer davantage en attendant qu'il se rétablisse. Donc, il a besoin du repos. Tu ne lui parles pas. Je n'ai pas eu le temps de rappeler leur fils. Je n'ai pas eu le temps de rappeler leur fils quand j'ai appris au téléphone qu'il est parti. Et depuis, je réfléchis à comment leur fils puisse partir si nous, on est là. Non, leur fils. On ne te laisse pas partir. Hein? On ne te laisse pas partir quand on est là. Tant qu'on est là, pardon. Ta famille chérie, tes amis tant aimés, les associations que tu as cofondées et présidées. La preuve, aujourd'hui, on est là. On est là pour te dire plein de choses. En ce qui me concerne, moi, je te dis merci. Merci pour mon enquête. Merci pour ton amitié. Et merci pour ton haïtianité. Merci de votre écoute.